Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici ensemble pour un nouvel épisode. Le joueur que nous recevons aujourd'hui est un ancien joueur franco-ivoirien congolais qui aujourd'hui s'est reconverti en tant que coach sportif et agent. Et il s'agit de Mathieu Mansé. Comment tu vas? Ah, très bien, et toi? Ouais, super bien, super bien. Peux-tu, pour commencer, simplement te présenter brièvement? Je m'appelle Mathieu Mancé, j'ai 35 ans, ancien footballeur professionnel pendant 10 ans. Maintenant, comme tu l'as dit, je me suis reconverti en tant que coach sportif et agent de joueur. J'ai j'ai évolué dans plusieurs championnats et plusieurs clubs, notamment en France, Angleterre, où j'ai passé la majeure partie de mon temps en tant que footballeur, Suisse, Belgique, et j'ai fait un passage en Chine. D'accord. Et à quel âge tu as commencé à jouer au foot? J'ai commencé à jouer au foot tard, à 8 ans. Je trouve que c'est tard? Bah, la plupart des enfants, ils sont à 5, 6 ans en Ouais, train de c'est vrai, commencer. Moi, je pense que j'ai commencé tard. c'est vrai, c'est vrai. Comparé à moi, alors moi j'ai commencé à 13 ans. Oh, bah, voilà, tu vois? Mais en dehors de ça, est-ce que tu as toujours évolué au même poste? Non, de base, j'étais défenseur, D'accord. de 8 ans jusqu'à 14 ans. Et en 14 ans fédéraux, on fait un match, on perd. Fin du match, le coach il me dit: «Passe devant Mathieu». Je marque et la semaine d'après à l'entraînement, il me dit: «Tu vas passer devant», et c'est là que j'ai commencé, je suis resté attaquant. Alors, quand tu dis attaquant, est-ce que c'est plutôt ailier ou avant-centre? Quand j'étais petit, c'était plutôt avant-centre. Avec l'âge, j'ai commencé à être ailier ou numéro 10. Et alors, qui était ton modèle en grandissant? Ah, Nicolas Anelka. D'accord. Et pour la belle histoire, moi j'ai toujours aimé Nico. Et ben, j'ai joué avec lui. Quand j'ai joué en Chine, j'ai évolué avec lui au Shanghai chinois. Donc pour moi, c'était un rêve. Et j'ai joué avec lui, top personne. D'accord. Est-ce que tu es encore en contact avec lui en ce Ouais, moment? souvent, souvent, Ouais. souvent. Et justement, petite question, comme tu as parlé un peu de Nicolas Anelka. Quand vous avez joué ensemble, c'est quoi qui t'a marqué dans, tu sais, dans sa façon d'être, aussi aux entraînements? Son exigence. Tu le voyais toujours faire des abdos, pompes, gainage au début de l'entraînement. Quand il ratait, il était jamais content. Euh, Chaque fin d'entraînement, on travaillait devant le but. Alors qu'à l'époque, je pense qu'il avait 32, 33 ans, il avait déjà fait la majeure partie de sa carrière. À chaque fois, et dès qu'il ratait, il s'engueulait. Et ouais, vraiment l'exigence, et c'est là que j'ai vu qu'est-ce qu'est le niveau professionnel. Parce que, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de voir ça? Bah, je me suis dit, faut que je travaille. Après, quand tu es jeune aussi, tu te dis des choses et tu fais l'inverse. Mmh. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est pour ça qu'il est là. Mmh. International, tu as joué dans les plus grands clubs. Et je me dis, bah, fallait travailler plus que les autres. Et maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, parce que bon, donc tu as commencé à 8 ans, comme tu Mm. avais expliqué tout à l'heure. Et puis, donc, adolescent, à un moment donné, après ton match des fédéraux, tu es passé attaquant. Euh, Ensuite, ben, très très vite, tu es passé au Havre, C'est donc ça. avec le centre de formation. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que tu te démarquais déjà des autres à ce moment-là ou c'est plus tard? C'est à cette période où j'ai commencé à me démarquer, en 14 ans. Où que, bah, déjà, physiquement, j'étais plus grand que les autres. Mhm. Mais c'est là où j'ai fait une saison en commençant en défenseur central. Je finis à 14 buts. Derrière David Ngog, qui était de notre génération, un attaquant du PSG, un buteur. Et c'est là qu'il y a eu le changement, parce que l'année d'après, je suis surclassé. Passant 16 ans nationaux avec ceux qui ont un an de plus que moi. Et ouais, c'est là qu'on a vu un peu que j'avais un peu plus de football, ou plus de qualité que certains autres joueurs. Ouais. Et justement, comment est-ce que tu es parvenu justement à faire la transition ben, entre passage au centre de formation et puis après, ben, le jour où tu signes ton premier contrat pro? Bah, ça a été très difficile, je vais pas te mentir. Quand je suis pas conservé au Havre, je fais beaucoup d'essais. Donc, je vais à Guingamp, ça se passe bien, mais au dernier moment, je ne saurais jamais pourquoi ça se fait pas. Après, je rencontre quelqu'un qui me dit: «Viens en Italie».
dans des conditions, je pense que beaucoup de joueurs l'ont vécu, des conditions vraiment précaires. On m'a dit pareil, je vais au Mans. C'est des choses qui m'ont marqué. C'est la même chose, à chaque fois, ça se passait très bien. Dernier mois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je rentre chez moi, c'est la fin de l'été, je me dis, et c'est fini. Mhm. Il y a un agent anglais qui m'appelle, il me dit, peux-tu faire un essai en Angleterre, à Hereford, en 4e division, qui est professionnel. Je dis 4e division professionnelle, je vais y aller. Je dis pourquoi pas. Chez les Anglais, tout va vite. Donc j'arrive, déjà, ils aiment bien mon physique, je leur fais pour ça, des trucs bas, grand athlétique. Mhm. Je fais un essai qui devait durer 3 jours. Au bout du premier match, ils me disent, on le veut. Moi, de base, j'étais dans le trou. Je me suis dit, c'est fini, tout l'été, t'es parti à gauche, à droite. Ça me redonne un espoir, je trouve que j'ai rien lâché. Mhm. Et après, c'était une nouvelle carrière qui commençait, professionnelle en Angleterre, dans le meilleur championnat au monde. Excellent, excellent. Et justement, comment est-ce que tu peux nous expliquer justement c'est quoi qui a été vraiment, tu vois, l'élément déclencheur dans ta transition entre le Havre et puis après la 4e nationale en Angleterre? Ben, déjà, je voulais pas rentrer chez moi. Moi, j'ai appris que j'étais pas gardé, je me voyais pas travailler. Mhm. Je disais pas, je vais faire quelque chose. Non, je voulais que le foot. Donc, je me suis dit, il faut que je me donne à fond dans tout ce que je fais. Je me donne vraiment à fond, 100%. Pour pas retrouver ces mois de galère où tu fais des essais à gauche, à droite. Que mentalement, c'est pas facile. Surtout quand t'es jeune. Avec quoi, j'avais 19 ans. C'est pas facile du tout. Mais justement, après, est-ce que ton intégration dans ce club-là, est-ce que ça a été facile? Parce que bon, j'imagine que tu parlais pas anglais quand Non, t'es arrivé. je parlais pas du tout anglais. La chance que j'ai eue, c'est qu'il y a un joueur qui parlait français et anglais. D'accord. Il m'a beaucoup aidé. Et un autre joueur qui s'appelle Ryan Green, que j'oublierai jamais, un anglais, mais qui m'a pris sous son aile. Donc, il m'a aidé pour mon appartement, il m'a aidé pour tout. Donc, grâce à lui, j'ai appris à parler anglais plus vite. Et j'avais pas le droit de parler en français avec le joueur Mhm. français qui parlait anglais. Ils m'ont tous Mhm. interdit pour que j'apprenne plus vite. Ouais, ils ont tous été bienveillants avec moi. C'était une famille, comme j'étais le plus jeune. Ils ont tous été gentils, j'ai vraiment bien été intégré. Et justement, quel était. Tu m'as dit il y avait un peu la barrière de la langue, mais en dehors de ça, quels ont été les plus gros challenges à relever justement quand t'es Le arrivé? football anglais, il est différent du football français. Le français est plus basé sur la technique. Le football anglais, c'est du fighting spirit. On doit courir sans cesse. C'est-à-dire qu'en France, des efforts que je ne faisais pas, qui ne se voyaient pas, en Angleterre, tu le vois direct. Et tu vas l'entendre parce que tout le monde va te crier dessus. Il va te montrer qu'il faut que tu défendes. Mhm. Mais c'était ça au début, c'était difficile. Mhm. Et en Angleterre, ils disent beaucoup. Moi, je ne le comprenais pas. Mais c'est Mhm. rien. Et ça me heurtait. Ouais. Et quand j'ai compris que non, c'est rien, c'est leur façon de parler, c'est juste pour Mhm. te pousser. Mhm. C'était ça au début. Mhm. Pour moi, c'est les seules choses. Après, vraiment, quand c'est l'Angleterre, quand tu joues bien, on te pousse. Il y a les fans, le public, tout le monde qui t'aime et qui t'aide. Justement, bon, ce que j'avais vu avec toi aussi, c'est que tu as fait 2 saisons Mhm. là-bas Mhm. et tu as joué quand même pas mal de matchs. Mhm. Donc j'imagine, tu vois, qu'au niveau de ton capital confiance, il était au plus haut. Mhm. Voilà. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que par la suite, en fait, tu rejoins le club de Reading. C'est ça. Mais est-ce que tu peux nous donner plus de détails par rapport à ta période à Reading? Cette période-là, quand Reading m'achète, il y a une dizaine de clubs qui me veulent. Crystal Palace, QPR, des clubs en première ligue. Ce qui m'a fait signer à Reading, pour la petite anecdote, j'étais dans les locaux à Crystal Palace. Mhm. Le président de Reading m'appelle, il me passe le coach et le coach il me dit tu te souviens de ce match C'était en demi-finale contre Bordeaux, tu mets une bicyclette, des playoffs. Il dit j'étais là. Après il me parle d'un autre match. Je me dis waouh, ce coach il me connaît parce qu'il était recruteur avant d'être coach. Il me connaît vraiment. Il m'a parlé des moments. Je dis waouh, c'est ça qui m'a fait aller là-bas parce que Van McDermott connaissait vraiment son joueur. Et après on est parti à Reading et c'était une grosse transition pour moi. Mhm. Maintenant, si tu devais faire, parce que bon, j'imagine Reading, ils étaient en 2e division, C'est ça. Ok. En championship, comme C'est ils ça. l'appellent, pour être plus précis. Mais c'est quoi la différence la plus marquante selon toi entre les deux championnats justement? Tout. Qualité technique,
physique, tactique. Quand je suis arrivé, c'est un autre monde. Mm. Je suis arrivé, premier jour, on fait un taureau. C'était pas le même taureau que je faisais à Hereford, forcément, parce que ça allait super vite. Et là, tu vois que on a franchi un step. Et justement, si tu avais maintenant, euh, on va dire, la possibilité de revenir en arrière par rapport à cette période, qu'est-ce que tu ferais mieux? Je serais pas parti au FC Sion, parce qu'on est monté en première ligue. En fait, brièvement, la première année où j'arrive, on fait les playoffs pour monter en première ligue. On perd en finale contre Swansea. Et la deuxième année, on monte. Et moi, j'étais prêté pendant ce temps-là. Mhm. Et mon coach, il me dit moi, je veux que tu restes, même si on est en première ligue, tu vas jouer. Et il y a un autre club qui me propose un contrat de 3 ans. T'es jeune, t'écoutes aussi les bruits de couloir. Je n'aurais pas dû, mais c'est la vie, c'est un apprentissage. Et je pars dans un autre club. Mais si je devais refaire quelque chose, je ne serais pas parti dans ce club. Après, je l'assume d'être parti. Hein. J'étais Mhm. content quand j'ai signé, je ne Ouais. vais pas faire semblant, j'assume tout ce que je fais. Si on me dit de réécrire le livre, Mhm. je reste à Reading. Mhm. Ouais. Et bon, si on prend, on va dire, on fait un résumé de ta carrière. Tu as pas mal voyagé. T'es passé, comme tu l'avais mentionné, t'es passé en Suisse, en Belgique, t'as passé l'essentiel de ta carrière en Angleterre. Mhm. À un moment donné, tu es passé aussi par la Bulgarie, Ouais. même si ça a été très très court. Tu es retourné en France où tu as Mhm. joué avec Bastia. Mhm. Voilà. Alors, c'est sûr que ben, si on fait vraiment, on va dire, un constat, Mhm. on peut le voir de deux manières. Ben, on va dire la manière positive, c'est que tu as voyagé, tu as découvert plusieurs cultures. Et ça, franchement, pour moi, ça n'a pas de prix. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Mais si on regarde ça d'un point de vue footballistique, tu vois, c'est sûr que Ouais, ouais, on ouais. peut penser que il y a un peu moins la stabilité. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Donc justement, toi, parce que bon, c'est sûr que tu es le premier concerné dans cette Mhm. histoire, mais si, mais déjà, qu'est-ce qui a fait que tu as voyagé autant? Et puis, voilà, même si tu y as déjà répondu, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu mieux faire? Je pense que j'ai voyagé parce que j'étais impatient. C'est-à-dire que je voulais tout et tout de suite. Je me suis dit, je signe dans ce club, je dois jouer. Ou si je jouais pas, j'étais pas content. Donc c'est ça qui m'a fait changer de club. Je le sais, hein, j'étais vraiment trop impatient. J'aurais dû me dire, prends ton temps, tu vas jouer, travaille. Peut-être si tu joues pas, il y a une raison aussi. Mhm, Ce n'est pas que le coach ou le club, c'est toi. mhm, Mais quand j'avais 21 ans, je suis parti en Chine, je vais pas te mentir, j'ai un très gros salaire. Tu vas dans d'autres clubs où je pense que la majeure partie de l'équipe, ils n'ont jamais touché ça, ils vont jamais toucher ça. mhm. Tu te prends pour une autre personne. Et moi, je me suis dit, j'ai touché beaucoup d'argent, pourquoi je ne joue pas là? Et c'est ça qui m'a fait défaut, tu vois. Alors que les mecs, ils étaient dans l'équipe, ils bossaient, les gars. Moi, je suis resté sur mes acquis. J'ai joué là avec Anelka, j'ai joué ici, j'ai fait ma montée en première ligue. Non. Je pense que je me suis arrêté de travailler, je me suis pris Mhm. pour une autre personne. Et trop d'impatience. Ben, justement, maintenant je vais te poser une question qui va être un peu contraire à ce que je viens de à la question que je viens de te poser. Mais est-ce que la stabilité pour toi c'est une garantie de succès? Et si oui, pourquoi? Ça en fait partie. Ça en fait partie. Déjà, tu as tes marques. Tu restes dans un club 3 ans, 4 ans. Tu as tes habitudes. Même pour ta famille, si tu as des enfants, une femme, c'est bien d'être stable. Ils sont à l'école. Donc mentalement, le meilleur, je ne pense pas, il faut que je déménage encore. Il faut que ma femme, mes enfants trouvent une école, qu'ils se sentent bien. Donc pour moi, la stabilité dans une carrière professionnelle, c'est primordial. D'accord. Et alors, comment as-tu géré les bons moments de ta carrière? Et comment as-tu géré les moments les plus difficiles? Parce que, bon, là encore, c'est sûr que tu nous as donné déjà quelques petits détails, mais ce serait bien parce que, tu sais, il y a surtout des jeunes qui nous regardent et Mhm, tout ça. Et ce serait bien qu'ils aient leur juste, tu vois, par mhm. rapport à ça. On va commencer par les mauvais moments. Après, moi, je suis quelqu'un qui reste je suis très, très positif. Donc, des mauvais moments, j'en ai eu. Hein. Et pas de paye dans un club pendant 4 mois. J'ai eu vraiment. Et je gardais que le positif. Je me dis, ça va aller, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Parce que si tu penses négativement, tu ramènes que du négatif autour de toi. Donc, je pense qu'il faut croire en soi. C'est primordial.
Parce que personne ne le fera à ta place. D'accord? Faut croire en soi et il faut bosser. Il n'y a que le travail qui paye en vrai. Maintenant, avec le recul, que penses-tu que tu aurais mieux fait? D'accord? Et quand je dis mieux fait, c'est peut-être, parce que bon, j'imagine que tu as eu aussi des gens qui t'ont soutenu, Mhm, que ce soit ta famille, mhm, ton agent, mhm. voilà. Et justement, par rapport à ces personnes, parce que j'en suis sûr qu'à certains moments, tu as pris des décisions et puis ces personnes t'ont dit: «Beh, fais ça», mais toi, au lieu de les écouter, tu vois, Clairement, clairement. tu Clairement. fait, Oh, tu vois? j'ai, déjà ma famille, ils m'ont toujours soutenu. Après, j'ai de la chance d'avoir une famille sportive. J'ai un de mes grands frères qui était basketteur professionnel. Les deux autres étaient footballeurs. Pas professionnels, mais à niveau amateur, donc connaissent le milieu. Eux m'ont toujours soutenu. Après, des fois, comme tout enfant, tu peux faire tes propres choix. Il y a des fois, ils me disaient de pas faire ça. Je le faisais quand même, mais ils étaient avec moi. Pareil, c'est quand tu es jeune, je pense que tu as la science infuse. Mais j'ai eu de la chance qu'ils soient derrière moi. J'ai eu des amis avec qui j'ai grandi, qui sont toujours là. Maintenant, même quand ça allait mal, ils étaient là. T'inquiète, heu, tu vas retrouver un club, tu l'as toujours fait. C'est pas maintenant que tu vas t'arrêter. De toute façon, tu sais faire que ça. Tu vois, c'était des formes de phrases pour me motiver et j'ai eu de la chance d'avoir un bon entourage. Je ne veux pas dire que ma carrière elle a été rose parce que, comme tu as dit, j'ai fait beaucoup de clubs. J'ai eu beaucoup de. Je pense que ça a été plus difficile que facile, Mmh. mais c'était. Je l'ai bien abordé parce que j'avais des bonnes personnes autour de moi. C'est important, Ouais. moins important. Alors je sais que tu as vécu aussi, quelques expériences avec, l'équipe nationale ivoirienne, notamment en espoir et un peu en jeune Mhm. ou juste en Juste en espoir? espoir. Juste en espoir. D'accord. Beh, j'imagine que et de défendre le maillot des éléphants, là, ça doit être quelque chose de spécial. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails par rapport En fait, à ces moments-là que tu as passés avec l'équipe nationale? comment ça s'est passé à la base? Quand j'étais au Havre à la réserve, on m'avait appelé pour faire un match avec l'équipe nationale des jeunes. Mon club ne m'a pas laissé. Je me suis dit partie remise. Et quand j'ai signé à Reading, ça a été la meilleure année de ma vie parce que tout était allé vite. Bah, directement, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire il m'a appelé. On a fait 4 matchs. Et non, c'était incroyable. Euh, Jouer au Félicia, le stade du pays, où il y a ma famille ivoirienne qui vient me voir, mes parents qui sont fiers. Ma mère est congolaise, mon père est ivoirien, donc ça fait frisson, mais mes parents ils étaient fiers. Mmh. Ça fait quelque chose, et surtout porter le maillot d'un pays. Mmh. Ouais. Alors, après ta carrière, tu t'es rapidement reconverti en tant que coach sportif Mhm, et agent. mhm, Et agent, c'est via ton entreprise, je veux bien le prononcer, MSG Consulting. c'est ça. Alors, pourquoi avoir pris cette voie-là? Euh, Déjà, je vais commencer par les coachings. J'aime le sport. Mais je me suis dit, faut que j'apprenne vraiment. Certes, toute ma vie, j'ai été sportif. Il faut que j'apprenne vraiment les tenants et les aboutissants, donc je dois me former. Donc je me suis formé, j'ai mes diplômes de coach. Et agent, c'est parce que par rapport à ce que j'ai vécu, et je me suis dit, il faut que j'essaye au moins d'aider les personnes au maximum par rapport à mon vécu, de, que des jeunes ne reproduisent pas ce que j'ai fait, pas qu'ils soient impatients. C'est pour ça que à la base, j'avais commencé avec une première entreprise d'agent. J'ai pas aimé le fonctionnement, parce que moi, je suis quelqu'un dans l'humain, et il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, bah, pourquoi je n'ai pas ma propre agence, où ça se passera comme je veux. Donc j'ai ouvert mon agence il y a 3 ans maintenant. Tout se passe bien et c'est vraiment l'humain. C'est les joueurs, on discute souvent. On discute pas que de foot. On va discuter de tout. Qu'est-ce que tu veux faire après ton après-carrière, ce qui est important. Parce qu'on n'en parle pas. On pense que le foot, c'est éternel. Non, c'est pas éternel. Ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, bah, tu rentres dans la vraie vie, celle qu'on n'a pas connue. Mmh. Et voilà, j'essaie de proposer quelque chose de différent. Vraiment connaître mes joueurs, connaître les personnes avec qui je travaille et prendre soin d'eux, c'est important. Et justement, tu sais, tu as parlé de l'après-carrière. Comment est-ce que tu as fait
ce deuil? Parce que souvent, tu sais, quand tu regardes des interviews de joueurs et même les joueurs que j'ai côtoyés, les anciens joueurs qui ne sont plus des joueurs maintenant, j'en ai côtoyé beaucoup et j'en ai parlé à beaucoup aussi. Souvent, ils parlent de deuil, Ouais. tu vois. Donc, toi justement, comment est-ce que tu as été capable, tu vois, Moi, ça justement, s'est de très bien passer ce passé. deuil? Ça s'est très bien passé parce que je suis honnête avec moi-même. Ça veut dire, je dis pas qu'ils sont pas honnêtes avec eux, hein, Mhm. loin de là. Ouais. Tu sais quand la fin arrive. Donc moi, je me suis préparé à ce que ça arrive. Pour pas rester dans 1 an ou 2 ans où tu es dans le down. Donc je me suis préparé gentiment, je me suis dit la fin elle arrive, que je fasse quelque chose. Ma première vie, au niveau travail, football, elle est finie. Mais il y en a une deuxième, encore plus longue. C'est la vie professionnelle, ou dans la vraie vie, comme je le dis. Et c'est pour ça que j'ai pas eu ce deuil, mais je suis d'accord avec toi, moi j'ai beaucoup d'amis qui, pareil, ils ont mis du temps avant de se dire qu'ils sont plus footballeurs. Le regard des gens les gênait, les endroits où vous allez les gêner. Non, moi c'est... Justement, c'était une délivrance. Je me suis dit, faire quelque chose d'autre. Peut-être quelque chose de meilleur. Je veux que ça soit quelque chose de meilleur et ça va être quelque chose de meilleur. C'est une excellente façon de voir les choses. Maintenant, pourquoi beaucoup de joueurs, selon toi, encore aujourd'hui, ben, après leur carrière, perdent tout? Ou même parfois, c'est avant déjà. Parce Ouais. que, bon, j'imagine que pour arriver dans cette situation un peu, ben, on va pas dire un peu, on va dire Mhm, très inconfortable, mhm. c'est sûr qu'il y a des étapes. Tu vois, Ouais. mais comment tu expliques qu'encore aujourd'hui, tu vois, il y a. Parce que moi, sur les articles que j'ai lus, on parle de plus de 60% des joueurs. Mhm. C'est en Angleterre, plus de 60% des joueurs. En France, plus de 50%. C'est énorme. Ouais, bah, ça, en ce moment, ça, on en parle beaucoup. Je pense que c'est l'éducation financière. Si tu es préparé à comment gérer, dépenser ton argent, en fin de carrière, il t'en reste. Quand tu sais comment payer tes impôts. Mais si on ne te l'a jamais appris, je pense que si tu gagnes 10 000 euros, c'est 10 000 euros dans ta poche. Non, il y a beaucoup de choses à payer dans les 10 000 euros. Mais Mhm. ça, on ne nous l'a pas appris. On ne l'apprend pas quand on est jeune au centre de formation. Je ne tire pas sur le centre de formation, loin de là, hein. Mais c'est là qu'on devrait nous apprendre. De comment gérer son argent. Ah, je sais pas, j'ai 1 000 euros, j'ai 10 000 euros, je mets 1 000 euros de côté, mon save, l'argent. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et qui a fait du tort à énormément de joueurs. Et justement, tu sais, tu as parlé du centre de formation, mais euh, parce que dans tout ça, il y a, on va dire, une base. Mhm, Tu as parlé du centre de formation, mais il y a l'école, mhm, il y a les parents mhm, aussi. Il y a peut-être aussi, je sais pas moi, des grands frères et tout ça, tu mhm. vois, qui ont un peu de connaissances. Mais en dehors du centre de formation, qui, selon toi, devrait prendre cette responsabilité? Parce que là encore, moi, quand je pense à l'éducation financière et tout ça, c'est sûr que si les parents font pas leur travail, Ok. si à l'école aussi, quelque part, tu vois, c'est pas enseigné. Mhm, Encore, l'école, ça dépend de la matière et mhm, tout ça, tu vois, que tu suis. Mais c'est sûr que il faut qu'il y ait un encadrement. ouais. Donc maintenant, qui tu penses, selon ton expérience, devrait on va dire, aider ces jeunes-là justement pour qu'ils se retrouvent pas dans cette situation? Bah, c'est l'agent qui devrait faire ça. C'est celui qui voit le plus le joueur. Si jamais à l'école où les parents ne font pas ne s'y connaissent pas, ne font pas le boulot. Après, il y a énormément d'agents qui le font. Enfin, qui gèrent le patrimoine des joueurs et qui le font très bien et qui en discutent. Mais je pense que oui, si les parents et il n'y a pas les parents et l'école, je pense que c'est l'agent. Et il s'occupe de la carrière du joueur. Donc quand tu t'occupes de la carrière du joueur, tu dois t'occuper de tout. Il n'y a pas que le terrain. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment précis, justement, où tu devrais commencer à préparer ton après-carrière? Maintenant, je pense que ton après-carrière, quand tu commences à avoir ton premier contrat, mais je te parle même pas de contrat professionnel, hein. Quand tu commences à avoir le aspirant, c'est là que déjà tu dois te dire je suis pro, je vais tout faire pour être pro. Et tu penses au futur. Parce que tu vas pas commencer à penser à ton après-carrière à 30 ans, 32 ans. Tu vois, c'est-à-dire que quoi, tu vas refaire des formations, tu dois reprendre l'école. Alors que, en tant que footballeur, on a beaucoup de temps libre. Tu as entraînement le matin, l'après-midi, tu fais rien. Et c'est là que tu vois les meilleurs footballeurs, ou en tout cas les footballeurs qui ont compris. Mhm. Il faut
beaucoup de diplômes, ou ils ont passé des diplômes pendant qu'ils jouaient, ou des formations, parce qu'ils avaient déjà commencé à penser à l'après-carrière. Mhm. Je pense que ça se fait dès la base. C'est une petite graine qu'il faut planter là. Et ta premier contrat aspirant, tu te dis, ouais, je vais être footballeur professionnel, je vais l'être. Mais après ça, dans 10, 15 ans, il y a autre chose. Tant je me prépare bien. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a un moment précis où tu penses, tu vois, que, on va dire, il faudrait commencer à faire des études ou, je sais pas moi, euh, parce que bon, tu dis que c'est vrai que les joueurs, ils ont beaucoup de temps libre Mhm. et tout ça, mais comment est-ce qu'il faut préparer ça? Est-ce qu'il faut déjà commencer à se fixer des objectifs? Comment est-ce que tu vois ça? Moi, c'est important de se fixer des objectifs pour les atteindre. Ouais, je pense aussi qu'il faut beaucoup discuter avec les joueurs plus âgés qui ont fait leur carrière et qui ont de l'expérience. Et boire leur expérience. Parce qu'ils ont été là avant eux, avant nous. Et c'est important de les écouter. Après, comme je te dis, quand t'es jeune, je te dis ça, quand j'étais jeune, j'écoutais pas non plus. Mhm. C'est avec le recul. Maintenant, quand je vais discuter aux jeunes, je leur explique ma carrière. Je dis, faut écouter les anciens, parce que les anciens, ils veulent que ton bien. Tout à fait. Ouais. Alors, il y a beaucoup de joueurs en fait qui souffrent encore de l'omniprésence des parents, Ouais. parfois même par extension, tu vois, Mhm. des familles proches, les Ouais. oncles, les tantes. Euh, c'est sûr que là, je dois te dire aussi, tu vois, c'est quelque chose qui touche particulièrement les Africains, Mhm. tu vois. Et ça, il Mhm. faut le dire, faut pas avoir peur Des des mots. mots. Ouais, Mais, d'accord avec toi. mais c'est vrai que quelquefois, ça arrive aussi. Tu sais, j'ai eu des amis aussi, tu vois, qui sont italiens et tout Mhm. ça, à qui ça arrive, où tu sais, les parents, ils sont vraiment Omniprésent. omniprésents. Mais Ouais. maintenant, justement, qu'est-ce qui va faire que, ben, à un moment donné, ben, ils vont laisser le joueur, tu vois, gérer sa carrière. Tout ça parce que, ben, si je dois donner un exemple, Emmanuel Adebayor, Mhm. qui a expliqué, ben, à un moment donné, tu vois, ce qui s'était passé avec Sa famille. sa famille. Ouais. Bon, maintenant, comment est-ce que tu penses, tu vois, qu'on devrait gérer ce genre de situation? Pour moi, tu peux rien faire contre ça. À moins que tu coupes les ponts. Ou sans couper les ponts, tu te dis clairement, ben, laissez-moi dans ma carrière, on verra après. Mais tu peux rien faire. En vrai, c'est un fléau, c'est un grand mot. Mhm. Il y a des gens qui ont des situations un peu plus difficiles, ils veulent sortir la tête de l'eau, donc tu veux l'aider. Après, c'est l'abus, je pense. Il y en a, ils sont dans l'abus. Tu vas aider ta famille, c'est tout à fait normal. Tu prends beaucoup d'argent, tu veux aider les gens, tu redonnes. Tu as eu la chance de pouvoir faire le métier que tu as. Et après, oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est soit je parle clairement, je dis, bah voilà, moi je t'ai donné tant. Je peux plus, moi aussi, je dois faire ma vie, elle continue. Mhm. Je pense qu'il faut être clair. Parce que si on n'est pas clair, ça va continuer, continuer, continuer. Et après, tu passes pour le mauvais garçon qui n'a pas donné alors que tu as Mhm. donné tout le temps. Mhm. Ouais, je pense qu'il faut être clair. Comment tu reconnais un bon agent d'un mauvais agent? Pour moi, un bon agent, c'est un qui prend soin des nouvelles du joueur, qui prend soin de lui quand il a n'importe quel problème. Pas que footballistiquement, hein. C'est-à-dire que si à l'école ça va mal, qu'il l'aide pour trouver une solution. Il dit, ouais, écoute, qui pense aussi à son futur. Ouais, ben là, t'es pro, t'as signé 2 ans, mais pendant ces 2 ans, faut vraiment qu'il fasse partie de la vie intégrante du joueur. Pour moi, c'est ça les bons agents. Après, t'as pas envie de quitter, tu veux rester avec lui toute ta vie. Et aussi, il faut avoir énormément de communication. Il faut créer un lien humain. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un si tu ne sais pas s'il va bien ou pas réellement. Certain. Et après, je pense que pour les mauvais agents, après, je suis personne pour parler, mais les mauvais agents, comme dans tout, si quelqu'un ne s'occupe pas de toi et il est là que quand c'est fin d'année pour récupérer son argent s'il y en a, ou quand toi, tu n'as pas de club dans le pire des cas et tu peux chercher des clubs et il n'est pas là parce que tu lui apportes rien, bah pour moi, ça, c'est un mauvais agent. Euh, Maintenant, comment est-ce que, ben, selon toi, tu dois dissocier, pardon, ben, les amis qui sont là pour toi Ouais. versus ben, les amis qui sont là uniquement pour leurs intérêts? Parce que c'est sûr que toi, par rapport au fait, tu vois, d'être dans le milieu professionnel, et tu as certaines facilités, Mhm. tu commences à
à jouir aussi d'une certaine notoriété en Mhm, fonction, tu mhm, vois, du clairement. niveau où Mhm. tu joues et tout ça. Ben, comment tu fais pour dealer avec ça? Ouais, c'est difficile. Parce que déjà, tu sais, quand les portes de partout elles sont ouvertes, tu te perds un peu. Pour moi, les bons amis, c'est des gens qui vont pas t'induire en erreur. C'est-à-dire que si tu as entraînement, il va pas te dire de sortir. Si tu commences à dépenser trop, il va dire, mec, tu as déjà dépensé beaucoup. Il va pas te laisser. Il va pas t'entraîner dans ta perte, c'est un grand mot. Il va pas t'entraîner dans le mal. Tu vois, il va toujours regarder un œil. Non, ce que tu fais, c'est pas bien. Ça sert à quoi? Tu vas acheter une autre voiture. Il te dit la vérité, même si tu fais ce que tu veux, mais il va dire, t'en as déjà une. Il est où l'intérêt? Hmm. Et les mauvaises fréquentations, c'est les personnes qui vont, vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Jusqu'au moment, et ça arrive à énormément de joueurs, jusqu'au moment où t'es down, t'es dans le bas, et ils partent et ils vont dire quoi? Ouais, c'était sûr de toute façon. Et c'était les premiers à t'emmener vers le bas. Mhm. Et c'est difficile de se sentir sur le moment, tu t'en rends compte la majeure partie du temps quand c'est passé. Mais pour moi, vraiment, quelqu'un qui te veut du bien va t'emmener que dans des choses positives. Et il va te dire la vérité. Il va jamais te mentir. Si t'as mal joué le match, il va pas dire c'est pas grave, c'est les autres. Il va dire t'as été nul. Prochain match, tu dois être 2 fois meilleur. Moi, c'est ça les vrais amis. Mhm. Et justement, c'est comment que tu parles à un joueur qui passe par une phase difficile? Parce que bon, ça, je pense que c'est inévitable. Ouais, Euh, c'est sûr. Même les plus grands. Ouais, ouais, tout le On monde, tout le parle de monde. Cristiano, de Messi, Benzema aussi, que moi j'aime beaucoup. Mhm. Ils ont tous passé des moments difficiles, tu vois. Mais justement, comment toi, en tant qu'agent, tu parles à ces joueurs? C'est la confiance en soi, hein. C'est déjà communiquer. Pas garder les choses pour soi. Parce que la plupart des joueurs, c'est ça va pas, je le dis à personne, je fais semblant, ça va bien. Et si tu parles à une autre personne, tu lui dis bah écoute, en ce moment, c'est pas bien mentalement, je rate des face à face ou je suis marqué contre mon but. Tu t'exprimes, t'extériorises. Je pense déjà ça c'est un grand pas. Et je pense que c'est juste la confiance en soi. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis je suis le meilleur, je suis plus fort. C'est ça qui marche. Mais communiquer, c'est important. Dire son mal-être aux gens, on le fait pas souvent, on le fait pas assez et on devrait le faire. Qu'est-ce que tu penses du football canadien? Je vais pas te mentir, j'ai su les joueurs du moment. Mhm. Je sais que c'est un football qui commence à décoller. Tout à faire, c'est un grand mot. Et je pense que avec ce que le Canada a fait en Coupe du Monde, ça donne un nouvel essor au football canadien et c'est bien. D'accord. Est-ce que tu connais un joueur de football canadien? Ouais. Alphonso Davies. Ok, 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 ok. Ben justement, qu'est-ce qui t'inspire ce joueur? Bah, il s'est bagarré. Qui est joué au Canada, après aux US, et après aller au Bayern, c'est pas donné à tout le monde. C'est que il avait envie. Et une grosse envie pour faire ça. On va pas avoir 20 qui vont faire ça. Enfin, je l'espère, tu vois, mais jusqu'au Bayern, tout, je pense que c'est une marque de courage et ça devrait inspirer beaucoup d'enfants parce que tout est possible en vrai. Exact, exact. Euh, Maintenant, c'est quoi pour toi la différence entre un rêve et un objectif? Un rêve, tu te dis, je vais pas l'atteindre, c'est pas faisable. Vas-y, j'ai rêvé de ça, non, c'est juste un rêve. Un objectif, tu vas tout faire pour l'atteindre. Pour l'atteindre, excuse-moi. Mhm. Pour l'atteindre. Mhm. Tu vas tout faire pour l'atteindre. Donc si demain je me fixe un objectif, je sais que je vais me bagarrer, je vais donner ma vie pour réussir ce défi-là. En tout cas, pour moi, c'est ça. Mhm. Ouais. Alors, si tu avais un conseil, justement, qui mettrait directement, on va dire, dans de bonnes conditions un joueur pour qu'il puisse être, ou du moins se mettre dans des conditions pour réussir, pour avoir du succès, Ok. c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Déjà, comme je l'ai beaucoup dit, travailler énormément. Travailler, 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 parce que c'est important. Et se remettre en question. Après chaque échéance. C'est-à-dire que même si tu as fait un gros match, tu te dis, le match il est passé. Qu'est-ce que j'ai fait
qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de bien et de pas bien. Et le match d'après, faire mieux. Mais toujours vouloir faire mieux que le match précédent. Et le travail, j'arrêtais pas de le répéter parce que les, les plus hauts joueurs, les plus grands joueurs de ce monde, on les voit comme ça, ils ont la notoriété, etc., etc. Ils marquent des buts ou autres, mais ils travaillent énormément. Parce qu'on ne le voit pas. Mais ils ont une exigence de même incroyable. C'est pour ça qu'ils sont là. Justement, c'est juste pour faire une petite parenthèse. Hein. Mhm. J'étais tombé sur. Ben justement, j'ai un de mes amis qui est. Ben, mes anciens coéquipiers. Là, je te parle du temps où je jouais à Anderlecht. Il s'appelle Trésor Duo. D'ailleurs, je le salue. Mhm. Mais donc, lui aussi, il est coach sportif, en fait, comme toi. Ok. Et j'étais tombé sur une de ses stories. Mhm. Et il était en train d'expliquer, en fait, ce que Steve Kerr, qui est Ouais. c'est le coach de l'équipe nationale des États-Unis et des Golden State Warriors. Et il expliquait qu'il était impressionné de la manière dont LeBron James Travail. s'entraînait. Dommage. Tu vois. Et il dit que la seule personne qu'il a vu s'entraîner comme ça, c'est Steph Curry. Mhm. Et on a vu ce qu'il a fait aux Jeux Olympiques, tu En vois, finale. récemment. Ouais. Et moi, ça m'a interpellé. Mhm. Ça m'a... Même si je connaissais déjà le parcours du garçon, parce que je suis très très fan. Ben, Mhm. en ce moment, en NBA, c'est mon joueur. Ok. C'est vraiment le joueur que je préfère. Mais ça m'a montré encore le niveau d'excellence. Le niveau d'excellence, en fait, comment dire, qu'ils essayent en fait d'implémenter, tu vois, dans Mhm. leur vie. Mhm. Tu sais, en fait, tu ressens vraiment, tu vois, que c'est pas juste un mot, tu vois, pour eux. Ouais, C'est un ouais. lifestyle, Ouais, ouais, tu ouais. vois. Et c'est ça que je me tue à dire aux jeunes, c'est que si vous voulez devenir des top, et je dis même pas des top joueurs, hein, si vous voulez devenir des top athlètes, Ouais. faut vraiment que ce soit un état d'esprit, C'est ça. tu vois. Mhm. Et ça doit influencer tout ce que vous faites. Dans la vie, clairement, je suis d'accord avec Tout toi. ce que vous faites, même que ce soit à l'école, parce que tu sais, il y a des jeunes qui sont encore à l'école, et que ce soit à l'école, que ce soit même quand tu rends service à Ouais, quelqu'un, mais comme tu as dit, il faut que ce soit un tu vois. lifestyle. Pour tout ce que C'est tu entreprends dans ta vie, je suis ça, d'accord avec toi. tu vois. Et c'est Et- pour ça, excuse-moi de te couper, c'est Non, pour ça vas-y, que vas-y. LeBron James, il a 20 ans de carrière, mais toujours au niveau, toujours même pas au niveau, au top. Mhm. Et tu parles de LeBron James, je peux parler de Cristiano Ronaldo, pareil. Et des mecs, ils ont une exigence incroyable. Même si on peut dire qu'ils ont des meilleurs stats, ils continuent à travailler. Et moi, pour moi, eux, c'est des exemples de travail, même en tant qu'homme. Et c'est important que les jeunes, ils les regardent et se disent, j'essaie de travailler pareil, il faut que je travaille pareil. C'est pas parce que je joue bien que je suis meilleur. Les meilleurs, ils sont tout en haut pendant 20 ans. Pas pendant 1 ou 2 ou 3 ans. C'est 20 ans qui sont là. 20 ans qui nous font rêver. Donc, non, c'est incroyable. Oh, mais franchement, merci. Merci à Merci. toi. Hein, Merci à toi. moi, je pense que cette interview va parler à beaucoup de jeunes. Mhm. Merci de t'être livré comme tu t'es livré. Et en passant, je voulais vous dire aussi que c'est le premier podcast qu'il fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est le premier. Donc c'est vraiment, c'est c'est vraiment un premier. honneur. C'est vraiment un honneur. Donc franchement, Mathieu, merci beaucoup. Mhm. Maintenant, ça c'est une petite demande personnelle pour l'équipe NPG. Mais je sais que tu as de la famille ici à Montréal. Mhm. Ce que je peux te dire, c'est que dans un futur proche, nous, on fera souvent aussi avec mon équipe, je ferai souvent les navettes, tu vois, entre le Canada et l'Europe. Mhm. Ce qui serait bien peut-être, c'est un jour si on repasse par la France, Mhm. et qu'on puisse tourner un podcast là-bas pour voir un peu, tu vois, ton évolution et tout ça. Ce serait cool. Avec plaisir, ce sera mon deuxième podcast. Ce sera mon deuxième. Top. Merci Top. beaucoup. Non, mais si ce podcast il peut aider des enfants aujourd'hui, ça, quand tu m'as demandé, je te dis avec plaisir. Je me suis jamais livré sur ma carrière, c'est la première fois que je le fais. Mais si ça peut aider, c'est le but. Parce qu'une carrière professionnelle, je vous dis, c'est incroyable. Et c'est des moments inoubliables. Donc si ça peut vous aider, avec plaisir. Et n'oubliez pas, il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye. On va s'arrêter sur ces mots-là. Franchement, merci encore Merci à toi. d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Voilà, comme je dis toujours, restez connectés, restez forts et à bientôt. Ciao.